Elephant Man de Frederick Treves. Dans la rue de Mile End, juste en face du London Hospital, il y avait une ligne de petites échoppes, et peut-être sont-elles encore là. L'une d'entre elles, une épicerie de légumes, était à louer. Toute la devanture de la boutique, à l'exception de la porte, était cachée par une toile de canevas suspendue sur laquelle était annoncé que l'homme-éléphant pouvait être vu à l'intérieur et que le prix d'entrée était de 2 pennies. Sur le canevas était peint en couleur primitive un portrait à taille réelle de l'homme-éléphant. Cette réalisation assez grossière représentait une créature effrayante qui n'aurait été perceptible que dans un cauchemar. C'était la silhouette d'un homme avec les caractéristiques d'un éléphant. La transfiguration n'était pas à un stade très avancé. Il y avait encore plus de l'homme que de la bête. Ce fait, qu'il était encore humain, était le plus repoussant de la créature. Il n'y avait rien de la misère de l'être difforme, rien du grotesque du monstre, mais seulement l'écœurante suggestion d'un homme en train de se muter en animal. Quelques palmiers dans le fond de l'image laissaient suggérer une jungle et auraient pu mener un passant imaginatif à penser que c'était dans cette brousse que cette chose pervertie avait vadrouillé. Quand j'ai appris pour la première fois l'existence de ce phénomène, l'exhibition était fermée, mais un garçon bien informé chercha le propriétaire dans une taverne et une visite privée me fut accordée au paiement d'1 shilling. La boutique était vide et grise de poussière. Quelques vieilles conserves et des patates racornies occupaient une étagère et de vieux légumes avaient été déposés près de la fenêtre. La lumière dans la pièce était tamisée, obscurcie par la tenture peinte dehors. Le fond de la boutique, là où l'ancien propriétaire, je présume, avait son bureau, était coupé par un rideau, ou plutôt par une nappe rouge suspendue à une corde par quelques anneaux. La pièce était froide et humide, nous étions en novembre après tout. De l'année 1884, je dirais. Le forain tira le rideau et révéla une forme penchée, accroupie sur un tabouret et couverte d'une couverture marron. Devant elle, sur un trépied, une large brique était réchauffée par un brûleur à bec benzène. La créature était recroquevillée dessus pour se maintenir au chaud. Elle ne bougea pas quand le rideau fut tiré. Enfermée dans une boutique vide et éclairée par la faible lueur bleue du jet de gaz, la forme bossue était la personnification de la solitude. Elle aurait pu être tout aussi bien un prisonnier dans une caverne ou un magicien guettant des manifestations maudites dans la flamme fantomatique. Dehors, le soleil brillait et on pouvait entendre le pas des passants, un air sifflé par un garçon et le vrombissement rassurant des voitures dans la rue. Le propriétaire, comme s'il s'adressait à un chien, lança sèchement « Debout !» La chose se leva lentement et laissa tomber au sol la couverture qui couvrait sa tête et son dos. Là se tenait révélé le spécimen le plus dégoûtant de l'espèce humaine que j'ai jamais vu. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai pu rencontrer les plus lamentables difformités du visage, dues aux blessures ou à la maladie, ainsi que des mutilations et des contorsions du corps provoquées par le même genre de cause. Mais à aucun moment je n'ai rencontré une version aussi dégradée et pervertie de l'être humain que pouvait afficher cette forme solitaire.
Il était nu jusqu'aux hanches, ses pieds étaient nus. Il portait un pantalon élimé qui avait un jour appartenu à la garde-robe d'un gentleman beaucoup plus gros. De la peinture exagérée dans la rue, j'avais imaginé que l'homme-éléphant était d'une taille gigantesque. C'était en vérité un petit homme en dessous de la taille moyenne, et qui semblait encore plus petit dû à la courbure de son dos. L'élément le plus frappant chez lui était son énorme tête déformée. Des sourcils s'étendait une grosse masse de la taille d'un pain, tandis qu'à l'arrière de la tête pendait un sac de peau molle fongeux dont la surface était comparable à un chou-fleur moisi. Sur le haut du crâne se tenaient quelques mèches plates de longs cheveux. La croissance osseuse du front obstruait presque un œil. La circonférence de la tête égalait celle de la taille de l'homme. De la mâchoire supérieure, une autre masse osseuse se développait. Elle grossissait de la bouche comme un moignon rose, retournant la lèvre supérieure vers l'extérieur et transformait la bouche en simple ouverture. Cette excroissance de la mâchoire avait été délibérément exagérée dans la peinture pour rappeler une défense rudimentaire d'éléphant. Le nez n'était plus qu'un amalgame de chair, seulement reconnaissable à son emplacement. Le visage n'était guère plus capable d'expression qu'un bloc de bois noueux. Le dos était horrible, car jusqu'à la moitié des cuisses, il en pendait d'énormes masses de chair semblables à des sacs couverts de la même peau fongique écœurante. Le bras droit était d'une taille énorme et informe. Il évoquait le membre d'un sujet atteint d'éléphantiasis. Il était lui aussi recouvert de masses pendues ayant cette même texture de peau rappelant le chou-fleur. La main était large et maladroite, une nageoire ou une pagaie plus qu'une main. Il n'y avait aucune distinction entre la paume et le dos de la main. Le pouce avait l'apparence d'un radis, tandis que les doigts auraient pu être d'épaisses racines tubéreuses. En tant que membre, il était presque inutile. De manière contrastée, l'autre bras était remarquable. Il n'était pas seulement normal, mais était, en plus, un membre délicatement dessiné, couvert d'une belle peau et doté d'une main gracieuse que maintes femmes auraient enviée. Du torse pendait un sac de la même peau repoussante. C'était comme une goutte de rosée suspendue au cou d'un lézard. Les membres inférieurs avaient les caractéristiques du bras déformé. Ils étaient encombrants, presque hydropiques et grossièrement déformés. Pour ajouter au fardeau du misérable, il n'était encore qu'un jeune garçon quand il développa une maladie de la hanche, ce qui le laissa boiteux de manière permanente, de sorte qu'il ne pouvait marcher qu'avec l'aide d'une canne. Il lui était alors impossible d'échapper à ceux qui le tourmentaient. Comme il me le dit plus tard, il ne put jamais s'enfuir. Un autre détail de son anatomie doit être mentionné pour mieux comprendre l'isolement de ses pairs. Même s'il était déjà assez repoussant, il émanait de ses croissances fongiques dont il était presque couvert, une odeur écœurante qui était dure à tolérer. Du forain, je n'ai rien appris de l'homme-éléphant, si ce n'est qu'il était anglais, que son nom était John Merrick, et qu'il était âgé de 21 ans. Comme j'étais professeur en anatomie au Medical College, situé juste en face à l'époque où je découvris l'homme-éléphant, j'étais pressé de l'examiner en détail et de préparer un compte-rendu de ses anomalies. Je me suis donc arrangé avec l'exhibitionniste pour pouvoir questionner son étrange propriété dans ma classe au collège. Immédiatement, je devins conscient d'un problème. L'homme-éléphant ne pouvait se montrer dans la rue. Il aurait été assailli par la foule et saisi par la police. Il était, en fait, aussi exclu du monde que l'homme au masque de fer. Il avait cependant un déguisement, probablement aussi tape à l'œil que son aspect physique.
Il consistait en une longue cape noire qui atteignait le sol. Où la cape avait-elle été acquise, je ne puis l'imaginer. Je n'avais vu ce genre de vêtements que sur scène, entourant les épaules de quelque acteur vénitien. Le reclus avait été fourni avec une paire de chaussons semblables à des sacs dans lesquels il pouvait cacher ses pieds déformés. Sur sa tête était un chapeau d'un type que je n'avais jamais vu auparavant. Il était noir comme la cape, avec une pointe large et la forme générale d'une casquette de marin. Comme la circonférence de la tête de Merrick était égale à celle des hanches d'un homme moyen, la taille de ce couvre-chef peut être imaginée. À la pointe était attachée une flanelle grise suspendue en face du visage. Dans ce masque était coupée une entaille horizontale large, à travers laquelle l'homme pouvait regarder. Ce costume, porté par un homme penché boitillant avec une canne, est probablement le plus remarquable et le plus bizarre jamais créé. Je m'arrangeais pour que Merrick puisse traverser la rue en taxi, et je lui avais donné ma carte pour lui assurer une entrée immédiate à l'intérieur de l'université. Cette carte était destinée à jouer un rôle déterminant dans la vie de Merrick. J'établis un examen minutieux de mon visiteur pour en publier les résultats par la suite. Je ne fis que peu de cas de l'homme lui-même. Il était timide, confus, en plus d'être effrayé et soumis. De plus, sa manière de s'exprimer était presque inintelligible. L'énorme masse osseuse qui poussait de sa bouche rendait ses phrases pâteuses et l'articulation de certains mots impossibles. Il retourna en taxi à l'échoppe miteuse et j'imaginais ne plus le revoir, tout particulièrement quand j'appris le lendemain que l'attraction fut fermée par la police et la boutique vidée. J'avais supposé que Merrick était idiot et qu'il l'avait été depuis sa naissance. Le fait que son visage soit incapable d'expression, que son élocution n'était qu'un bafouillement et que son attitude était de ceux dont l'esprit est vide de toute émotion ou attention, tendait vers ce diagnostic. Ma certitude était certainement encouragée par l'espoir que son esprit était aussi vide que je pouvais l'imaginer. Qu'il puisse appréhender son fardeau était impensable. Devant moi se tenait un homme dans la fleur de l'âge qui était si odieusement déformé que toute personne posant son regard sur lui était immédiatement horrifiée et dégoûtée. Il était traîné partout dans le pays pour être exhibé comme une monstruosité et un objet de répugnance. Il était honni comme un lépreux, logé comme un animal sauvage, et ne voyait du monde que l'unique vue offerte par le Judas de sa roulotte. Qui plus est, il était boiteux, n'avait qu'un bras fonctionnel et pouvait à peine se faire comprendre. Ce ne fut qu'après avoir appris que Merrick possédait une grande intelligence, une sensibilité exacerbée et, pire que tout, une imagination romantique, que je pus apprécier l'énorme tragédie qu'était sa vie. L'épisode de l'homme-éléphant était, je l'imaginais, clos. Je m'étais destiné à le rencontrer de nouveau, 2 ans plus tard, dans des conditions plus dramatiques. En Angleterre, le forain et Merrick avaient été déplacés d'un endroit à un autre par la police qui considérait le spectacle dégradant, parmi les choses ne pouvant être autorisées. Ils avaient espéré qu'un arrangement plus légal pouvait être atteint dans la rue moins regardante de Mile End. Mais cela ne fut pas possible. Les responsables locaux, comme aux autres endroits, décrétèrent clairement que l'exposition publique de Merrick et ses difformités allaient au-delà des limites de la décence. L'exhibition devait cesser. Le forain, en désespoir de cause, s'exila avec sa charge sur le continent. S'il a vadrouillé au début, je ne sais pas, mais ils parvinrent finalement à Bruxelles. Son accueil fut décourageant. Bruxelles était ferme. La représentation fut bannie.
C'était brutal, indécent et immoral. Cela ne pouvait être permis en Belgique. Merrick devint ainsi inutile. Il n'était plus une source d'argent profitable. Il était devenu un fardeau. Il fallait s'en débarrasser. L'élimination de Merrick n'était qu'une simple formalité. Il ne pouvait offrir aucune résistance. Il était aussi docile qu'un agneau malade. L'impresario, après avoir dépossédé Merrick de ses maigres économies, lui donna un ticket pour Londres, s'assura qu'il montait dans le bon train et lui souhaita bon voyage en le condamnant sans aucun doute à sa perte. Sa destination était Liverpool Street. On peut imaginer ce que fut ce voyage. Merrick était dans son costume voyant. Il fut alpagué par une foule curieuse le long du quai. Il courait pour se placer en face de lui et pouvoir mieux le voir. Il levait sa cape pour apercevoir son corps. Il essaya de se cacher dans le train ou dans un coin sombre du bateau, mais ne put jamais se libérer des murmures de dégoût et de peur, ni des regards inquisiteurs. Il n'avait que quelques shillings dans sa poche et rien à boire ou à manger lors du voyage. Un chien apeuré avec un nom sur son collier aurait obtenu plus de sympathie et probablement de la gentillesse. Merrick n'en reçut aucune. Que devait-il faire quand il atteindrait Londres? Il n'avait aucun ami dans ce monde. Il ne connaissait pas plus Londres qu'il ne connaissait Pékin. Comment pouvait-il trouver un logement? Quelle maison aurait souhaité l'héberger? Il ne souhaitait que se cacher. Les grandes rues ouvertes et le regard des autres hommes, voilà ce qui l'effrayait le plus. Même s'il trouvait une cave où ramper, les regards dégoûtés et les murmures blessants le suivraient dans ses profondeurs. Quel retour au bercail! Il fut sauvé de la foule de Liverpool Street par la police, puis emmené dans la salle d'attente des moins que rien. Là, il s'effondra sur le sol dans le recoin le plus sombre de la pièce. La police ne savait pas quoi faire de lui. Ils avaient déjà eu affaire à des gens miteux et étranges, mais n'avaient jamais eu à gérer une épave comme celle-là. Il ne pouvait pas s'exprimer. Son élocution était si déformée qu'il aurait aussi bien pu s'exprimer en chinois. Cependant, il avait avec lui un objet qu'il présenta avec espoir. C'était ma carte. La carte simplifia les choses. Elle rendait évident que cette étrange créature connaissait quelqu'un et que cette personne devait être informée de la situation. Un messager fut envoyé au London Hospital qui était relativement proche. Par chance, j'étais dans le bâtiment et je retournais avec le messager à la station de police. Dans la salle d'attente, j'eus quelques difficultés à me frayer un passage parmi la foule, mais je finis par trouver Merrick, dans un coin. Il ressemblait à un simple tas. On aurait dit qu'on l'avait jeté là comme un paquet. Il était si recroquevillé et semblait tellement sans défense qu'il aurait aussi bien pu avoir ses membres brisés. Il sembla heureux de me voir, mais physiquement anéanti. Le voyage et le manque de nutrition l'avaient mené par épuisement aux portes de la mort. La police l'aida aimablement à monter dans le taxi et je l'emmenai immédiatement à l'hôpital. Il parut apaisé, car il tomba dans un profond sommeil jusqu'à notre arrivée dès qu'il fut installé dans le taxi. Jamais il ne pipa mot, mais sembla satisfait de la résolution de la situation. Il y avait dans le grenier de l'hôpital une salle d'isolement dotée d'un seul lit. Elle était utilisée pour des urgences, par exemple pour un patient atteint de delirium tremens ou un autre pris d'un soudain accès de folie, voire un patient atteint de fièvre non identifiée. Là,
L'homme-éléphant fut déposé sur un lit de manière confortable et on lui donna à manger. Je m'étais rendu coupable d'irrégularité lorsque j'avais admis ce patient, l'hôpital n'étant ni un refuge ni un hospice pour les incurables. Les malades chroniques n'étaient pas acceptés, à part ceux qui demandaient un traitement médicamenteux, et Merrick n'était pas dans ce cas-là. Je fis appel au président du comité de l'hôpital, M. Cargom, qui ne s'est pas contenté d'approuver mon action, mais s'accordait avec moi sur le fait que Merrick ne devait pas retourner à la rue. M. Cargom écrivit au Times, décrivant la situation du réfugié et demandant des dons financiers pour l'aider. Le public anglais fut si généreux qu'en à peine quelques jours, je pense une semaine, l'argent jusque-là collecté pouvait déjà subvenir aux besoins de Merrick pour le restant de ses jours, et cela sans frais pour l'hôpital. Par chance, il y avait 2 pièces à l'arrière de l'hôpital qui étaient rarement utilisées. Elles étaient au rez-de-chaussée, en dehors des chemins habituels des patients et visiteurs, et donnaient sur une grande place qui s'appelait Bedstead Square, du fait que les cadres de lit étaient rassemblés ici même pour être nettoyés et repeints. La première pièce fut convertie en chambre-salon et la plus petite fut transformée en salle de bain. L'état de la peau de Merrick rendait le bain indispensable au moins une fois par jour, et j'ajouterai que l'utilisation du bain rendit l'odeur précédemment mentionnée plus tolérable. Merrick prit possession des lieux dans l'hôpital en décembre 1886. Merrick possédait maintenant quelque chose dont il n'avait jamais rêvé ou même supposé l'existence. Une maison à lui pour la vie. J'ai immédiatement commencé à faire sa connaissance et essayer de comprendre son fonctionnement mental. C'était une étude très intéressante. J'ai rapidement appris à le comprendre pour mieux parler avec lui. Cela lui apportait une grande satisfaction. Curieusement, il avait une passion pour la conversation, alors qu'il n'avait eu personne à qui parler durant toute sa vie. À ce moment-là, j'avais beaucoup de temps libre, et je le vis presque tous les jours. Je m'assurais de passer au moins 2 heures avec lui chaque dimanche matin quand il pouvait parler sans s'arrêter. Il était déraisonnable d'attendre d'une infirmière qu'elle s'occupe de lui en permanence, mais il n'y avait pas manque de volontaires temporaires. Comme elle n'avait pas toute la possibilité de comprendre son élocution, j'en venais de temps en temps à faire office de traducteur. J'ai trouvé Merrick, comme je l'ai dit, très intelligent. Il avait appris à lire et était devenu un avide lecteur. Je pense qu'on lui avait appris à lire durant son séjour à l'hôpital pour sa hanche malade. Son nombre de livres était limité. La Bible et les livres de prière, il les connaissait intimement, mais il avait continué avec les journaux, ou plutôt avec les morceaux de vieux journaux qu'il avait eu la chance de trouver. Il avait lu quelques histoires et des livres de leçons d'école élémentaire, mais son péché mignon étaient les livres romantiques. Ces histoires étaient aussi réelles pour lui que celles se trouvant dans la Bible, de sorte qu'il m'en parlait comme des incidents vécus par des gens bien réels. Dans sa manière de concevoir le monde, il était un enfant avec certaines des émotions tempétueuses d'un homme. C'était quelqu'un d'élémentaire, si primitif qu'il semblait avoir passé les 23 premières années de sa vie emmuré dans une cave. De son enfance, je n'appris que peu de choses. Il n'aimait pas parler du passé. C'était un cauchemar, un frisson qui l'accablait toujours. Il était né, pensait-il, à Leicester ou dans les environs. De son père, il ne savait absolument rien. De sa mère, il avait quelques souvenirs. C'était très flou, et il avait, je pense, affiné les bribes de son esprit en une image plus définie. Les mères figuraient dans les histoires qu'il lisait, et il voulait que sa mère fût l'une de ces personnes qui chantent des berceuses à leur enfant de manière adorable. Dans son esprit subconscient,
Il avait apparemment le germe d'un souvenir de quelqu'un qui avait été gentil avec lui. Il s'accrochait à cette conception et la rendait plus réelle par invention, parce que depuis l'âge où il put marcher, personne n'avait été humain avec lui. En tant qu'enfant, il avait dû être repoussant, même si ses difformités n'avaient été vraiment repoussantes que lorsqu'il eut atteint sa stature complète d'homme adulte. L'une de ses convictions favorites était que sa mère fût belle. La fiction était, j'en suis conscient, entièrement de son fait, mais elle le rendait particulièrement heureux. Sa mère, aussi belle qu'elle pût l'être, l'avait abandonné quand il était encore tout petit, si petit que ses premiers souvenirs clairs sont ceux de l'hospice de travail dans lequel il avait été emmené. Sa mère était peut-être horrible et inhumaine, pourtant il en parlait avec fierté et même révérence. Une fois, quand il fit référence à sa propre apparence, il dit « C'est vraiment très étrange, car voyez-vous, mère était très belle. » Le reste de la vie de Merrick, jusqu'au moment où je l'ai rencontré dans la station de Liverpool Street, n'était qu'une liste de dégradation et de misère. Il fut traîné de ville en ville, de foire en foire, comme s'il était une étrange bête en cage. Une douzaine de fois par jour, il devait s'exposer nu, affichant ses pitoyables difformités en face d'une foule ébahie qui l'accueillait avec des « Oh, quelle horreur! Quelle bête !» Il n'avait eu aucune enfance, aucune expérience de garçon. Il n'avait jamais fait l'expérience du plaisir. Il ne connaissait rien à la joie de vivre, rien au plaisir de la vie générale. Sa seule idée de la joie était de s'enfoncer dans le noir et se cacher. Enfermé et seul dans une alcôve, attendant la prochaine séance, comme les sons du dehors ont dû lui sembler moqueurs, avec les bruits des rires et des jeux d'enfants qui devaient profiter des plaisirs de la foire. Il n'avait aucun passé à contempler et aucun futur à espérer. À l'âge de 20 ans, il était une créature sans espoir. Il n'y avait rien en face de lui à part un avenir de caravane sur la route, une ligne de tentes criardes et un cercle d'yeux inquisiteurs avec, à la fin, le spectacle d'un homme brisé dans un hôpital de pauvres. Ceux intéressés par le développement du caractère peuvent spéculer quant aux répercussions de ce style de vie brutal sur un homme intelligent et sensible. Il serait raisonnable de conclure qu'il fût devenu amer, un misanthrope mesquin, gonflé de venin et rempli de haine envers son prochain, ou au contraire, qu'il eût dégénéré dans une mélancolie désespérante au bord de la débilité. Merrick, cependant, n'était pas taillé dans ce bois-là. Il avait marché au travers des flammes et en était ressorti indemne. Ses soucis l'avaient anobli. Il se montrait gentil, affectionné et aimable, aussi aimable qu'une femme heureuse, libre de cynisme ou de ressentiment, sans rancune et sans mots durs pour quiconque. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Je ne l'ai jamais entendu déplorer sa vie misérable ou exprimer sa colère face au traitement dont il avait fait l'objet aux mains de gardiens insensibles. Son voyage à travers la vie avait effectivement été une via dolorosa. La route avait été une pénible montagne à conquérir, et maintenant, quand la nuit était à son heure la plus sombre et le chemin le plus accidenté, il se trouvait soudainement dans une auberge amicale, illuminée et chauffée par l'accueil qu'il recevait. Sa gratitude envers cela était presque pathétique dans sa sincérité et éloquente dans la simplicité enfantine avec laquelle elle était exprimée. Comme j'en apprenais davantage sur cet être primitif, je découvris qu'il y avait deux anxiétés majeures dans son esprit,
qu'il me révéla avec méfiance. Il était dans son 2 pièces et avait été assuré qu'il serait soigné, logé et nourri jusqu'à la fin de ses jours. Il trouva cela difficile à appréhender, car il me demandait souvent timidement à quel endroit il serait déplacé ensuite. Pour comprendre cette attitude, il faut se rappeler qu'il avait été déplacé en permanence toute sa vie. Il ne connaissait aucun autre état d'existence. Pour lui, c'était normal. Il était passé de l'hospice de travail à l'hôpital, de l'hôpital à l'hospice de travail, ensuite d'une ville à une autre ville ou bien d'une caravane de forains à une autre caravane de forains. Il n'avait jamais connu de maison ni rien de similaire. Il n'avait aucune possession à part ses vêtements, quelques livres, et son déguisement grossier composé de sa cape et son chapeau. Il était un vagabond, un paria et un banni. Que les quartiers de l'hôpital lui eussent été attribués pour la vie entière, il ne pouvait le concevoir. Il ne pouvait se débarrasser de l'anxiété qui l'avait torturé pendant de si longues années. Où serais-je emmené ensuite ? Un autre problème était sa méfiance des autres, sa peur du regard d'autrui, l'angoisse d'être constamment observé, les coups portés par les murmures de la foule. Dans sa demeure de Bedstead Square, il était reclus, mais de temps en temps un portier ou une infirmière irréfléchie ouvrait sa porte pour qu'un ami indiscret puisse satisfaire son besoin de voyeurisme et scruter un instant l'homme-éléphant. Il sentait bien que le regard du monde le poursuivait encore, même jusqu'ici. Influencé par ces 2 obsessions, il devint, durant ses premières semaines à l'hôpital, curieusement inquiet. Finalement, avec beaucoup d'hésitation, il me dit un jour « Quand je serai déplacé la prochaine fois, pourrais-je aller dans un hôpital pour aveugles ou un phare ?» Il avait eu connaissance des asiles pour aveugles à travers les journaux et trouvait attrayante l'idée d'être parmi des non-voyants. Le phare avait un autre charme. Il impliquait la séclusion des regards curieux. Là-bas au moins, personne ne pouvait ouvrir sa porte pour l'épier. Là, il oublierait qu'il avait été un jour l'homme-éléphant. Là, il échapperait aux forains vampiriques. Il n'avait jamais vu de phare, mais il avait pu voir une photo de Lady Stone, et il semble que cette colonne de pierre solitaire perdue au milieu de la mer était le foyer qu'il avait toujours désiré. Je n'eus pas de grande difficulté à débarrasser l'esprit de Merrick de ses idées. Je voulais qu'il s'accoutume à ses semblables, qu'il devienne un être humain lui-même et soit accepté de la communauté des hommes. Il semblait jour après jour moins effrayé, perdait son aspect hanté, moins anxieux de se cacher, plus serein quand sa porte s'ouvrait. Il apprit à connaître la plupart des gens de l'endroit, à s'habituer à leurs allées et venues et réalisa qu'il ne les regardait pas comme une monstruosité. Il ne pouvait sortir qu'après la nuit tombée et certaines nuits s'aventurait dans Bedstead Square emmitouflé dans sa cape noire et son chapeau. Sa plus grande excursion fut une nuit sans lune quand il marcha seul jusqu'au jardin de l'hôpital et revint. Pour assurer le rétablissement de Merrick et pour le ramener à la vie, il était nécessaire qu'il fasse la connaissance d'hommes et de femmes qui le traiteraient comme un humain à part entière et non comme un monstre de foire. J'avais le sentiment que les femmes étaient plus à même d'apporter ce changement que les hommes. Les femmes étaient les plus effrayées, c'étaient elles qui étaient le plus dégoûtées de son apparence et amenées à laisser exprimer des mots irrépressibles d'aversion quand elles étaient en sa présence. De plus, Merrick vouait aux femmes une admiration qui frisait l'adulation. Cette idéalisation n'était pas le fruit d'expériences personnelles. Ces femmes-là n'étaient pas de vraies femmes, mais le produit de son imagination.
Parmi elles était la mer magnifique, entourée à distance respectable par les héroïnes des nombreux romans qu'il avait lus. Sa première entrée à l'hôpital fut entachée d'un regrettable incident. Il avait été placé sur le lit dans le petit grenier et une infirmière devait lui apporter de la nourriture. Malheureusement, elle n'avait pas été informée de l'apparence inhabituelle de Merrick. Comme elle entrait dans la chambre, elle vit sur le lit, adossée contre des oreillers blancs, une monstrueuse figure aussi hideuse qu'une idole indienne. Elle lâcha immédiatement le plateau qu'elle portait et s'enfuit avec un cri du pas de la porte. Merrick était trop faible pour remarquer quoi que ce soit, mais l'expérience, j'en ai peur, n'était pas nouvelle pour lui. Des infirmières bénévoles prenaient soin de lui, bien que leur attention soit quelque peu formelle et contrainte. Merrick, sans doute, avait conscience que leur service était purement officiel, qu'elle ne faisait que ce qu'on attendait d'elle, et se comportait plus comme des automates que des femmes. Elle ne l'aidait pas à se sentir leur semblable. Au contraire, elles lui firent ressentir, sans le savoir, le gouffre qui les séparait encore plus. Sentant cela, j'ai demandé à l'une de mes amies, une jeune et jolie veuve, si elle pensait pouvoir entrer dans la chambre de Merrick avec un sourire, lui souhaiter le bonjour et lui serrer la main. Elle dit qu'elle le pouvait et le fit. L'effet sur Merrick n'était pas exactement ce que j'avais escompté. Comme il relâchait la main de la jeune femme, il pencha sa tête contre ses genoux et pleura tant que je crus qu'il ne s'arrêterait jamais. L'entrevue était finie. Il me dit ensuite que c'était la première femme à qui lui ait jamais souri et la première femme dans toute sa vie qui lui ait serré la main. Depuis ce jour, la métamorphose de Merrick s'enclencha et il commença à changer. D'une chose traquée, il évolua peu à peu en homme. C'était une transformation merveilleuse à observer, et cela ne cessa jamais de me fasciner. Le cas de Merrick attira beaucoup d'attention dans les journaux, si bien qu'il reçut un flot constant de visiteurs. Tout le monde voulait le voir. Il dut accueillir presque toutes les femmes notables du beau monde. Elles étaient toutes assez gentilles pour le recevoir avec un sourire et pour lui serrer la main. Le Merrick que j'avais trouvé tremblant derrière la serpillière qui servait de rideau dans une échoppe vide, conversait maintenant avec des duchesses et des comtesses, ainsi que d'autres femmes de haute compagnie. Elles lui offrirent des cadeaux, embellirent sa chambre avec des ornements et des photos, et ce qui lui plaisait le plus, lui donnèrent beaucoup de livres. Bientôt il eut une large bibliothèque, et la plupart de ses journées étaient passées à lire. Il ne devint pas ingrat, ni imbu de lui-même, ne demanda jamais rien, n'attendait rien de la gentillesse qu'on lui montrait, et était toujours profondément humble et reconnaissant. Par-dessus tout, il perdit sa timidité. Il aimait voir sa porte s'ouvrir et des gens passer la tête pour le saluer. Il fit la connaissance de la plupart des habitués de Bedstead Square. Il leur parlait depuis sa fenêtre et leur montrait ses plus précieux cadeaux. Il améliora sa diction, même si jusqu'au bout ses chuintements ne furent pas faciles à comprendre pour les étrangers. Il commençait, en plus, à être un peu moins préoccupé de son aspect, un peu plus disposé à penser que peut-être ce n'était pas si incommodant après tout. Le fait que j'avais interdit toute forme de miroir dans sa chambre dut probablement l'aider dans ce développement. L'apogée de son développement social fut atteint un jour mouvementé quand la reine Alexandra, à ce moment princesse de Galles, vint à l'hôpital pour lui rendre une visite particulière.
Avec cette gentillesse qui avait marqué tous les actes de sa vie, la reine entra dans la chambre de Merrick avec un sourire et lui serra la main chaleureusement. Merrick en fut submergé de plaisir. C'était au-delà de ses rêves les plus fous. Certes, la reine a rendu plein de gens heureux, mais je doute qu'elle ait rendu quelqu'un de plus heureux que Merrick lorsqu'elle entra dans sa chambre, vint s'asseoir près de sa chaise et conversa avec lui comme avec une personne qu'elle était heureuse de voir. Merrick, je peux le dire, était maintenant l'une des créatures les plus heureuses que j'ai eu la chance de rencontrer. Plus d'une fois, il me dit « Je suis heureux chaque heure de la journée ». Il était bon de s'en souvenir quand je songeais à toute cette misère humaine à moitié morte qui croupissait dans le coin de la salle d'attente à Liverpool Street. La plupart des hommes de l'âge de Merrick auraient exprimé leur bonne humeur en chantant ou en sifflant quand ils étaient seuls. Malheureusement, la bouche du pauvre Merrick était si déformée qu'il ne pouvait ni siffler ni chanter. Il était satisfait de s'exprimer en tapotant l'oreiller au rythme de quelques musiques sonnant dans sa tête. Je l'ai trouvé quelquefois occupé à cette activité quand j'entrais dans sa chambre à l'improviste. Une chose qui m'a toujours frappé de tristesse chez Merrick était le fait qu'il ne pouvait pas sourire. Peu importe combien il pouvait être heureux, son visage restait inexpressif. Il pouvait pleurer, mais ne pouvait pas sourire. La reine vint plusieurs fois rendre visite à Merrick et lui envoya chaque année une carte de Noël avec un message écrit de sa main. Une fois, elle lui envoya même une photographie signée de sa main. Merrick, plutôt bouleversé, voyait la photo comme un objet sacré et m'autorisait difficilement à la toucher. Il pleurait à sa vue. Et après qu'elle fut encadrée, il l'accrocha au mur dans sa chambre comme une sorte d'icône. Je lui ai dit qu'il devait écrire à son Altesse royale pour la remercier de sa bienveillance. Il fut ravi de le faire, car il adorait écrire des lettres, bien qu'il n'eût jamais dans sa vie l'occasion de correspondre. J'autorisai la lettre à être envoyée telle quelle. Elle commençait par « Ma chère princesse » et terminait en « Très sincèrement vôtre ». Cela avait beau être peu orthodoxe, c'était écrit en des termes que beaucoup de courtisans pussent envier. D'autres femmes de la haute société suivirent l'exemple gracieux de la reine et envoyèrent leurs photographies à cet heureux individu qui avait été sa vie durant méprisé et rejeté par les hommes. Son manteau de cheminée et sa table devinrent tant encombrés avec des photos de jolies femmes, de belles breloques et bibelots délicats, qu'ils auraient autant pu appartenir à l'appartement d'un Adonis comme à celui d'un acteur ou d'un ténor réputé. À travers tous ces bouleversements et sa nouvelle image de séducteur, Merrick restait sur beaucoup de sujets un simple enfant. Il avait toute l'imagination d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, le même amour du faire semblant, le même instinct de se déguiser et d'incarner des personnages héroïques et impressionnants. Cet état d'esprit fut illustré par l'incident suivant. Des visiteurs bienveillants m'avaient donné, de temps en temps, des sommes d'argent qui avaient pour but d'améliorer le confort du ci-devant homme-éléphant. Quand, à l'approche d'un Noël, je demandais à Merrick ce qu'il souhaitait comme cadeau, il me surprit en confessant timidement vouloir un sac de toilette à boutons argentés. Il avait vu une photo d'un article similaire dans une publicité qu'il avait préservée furtivement. L'association d'un sac de toilette orné de boutons en argent avec le pauvre air enveloppé d'une couverture sale dans une échoppe vide était difficile à appréhender. Je perçais le mystère avec le temps, car Merrick ne faisait que peu de secrets des fantaisies qui hantaient son cerveau de jeune garçon.
Tout comme une petite fille avec un diadème en fer blanc et un rideau pour traîne s'accomplira en véritable comtesse sur son chemin pour la cour, Merrick adorait s'imaginer comme un élégant jeune homme flânant en ville. Mentalement, sans doute s'était-il fréquemment déguisé pour le rôle. Il pouvait faire semblant avec une grande conviction, mais il voulait quelque chose qui rendît son personnage imaginé plus réaliste. Ainsi, la raison d'être du sac était de remplir les fonctions du diadème en fer blanc et du rideau qui pouvait transformer un microbe à couette en comtesse. Le sac de toilette était un bien fort ingénieux, puisque Merrick ne possédait pas grand-chose pour embellir son aspect. Merrick ne pouvait porter le chapeau en soie du dandy, ni évidemment aucun chapeau de quelque sorte. Il ne pouvait adapter son corps à un manteau fin et ajusté. Ses difformités étaient telles qu'il ne pouvait porter ni col ni cravate, tandis que l'association de chaussures en cuir verni des jeunes gens avec ses pieds bulbeux était impensable. Que restait-il pour incarner le personnage ? Une dame de la haute société lui avait donné un anneau à porter sur sa main valide, et un lord estimé lui avait offert une canne de marche très élégante. Mais ces choses, aussi utiles qu'elles pouvaient l'être, suffisaient à peine. Cependant, le sac de toilette était remarquable et correspondait entièrement au personnage. Le sac fut acquis, et Merrick l'homme-éléphant devint, dans l'isolement de sa chambre, l'exquis de Piccadilly, le jeune promis, le galant, le fruit rare. Quand j'achetais l'article, je réalisais combien Merrick ne pouvait voyager et ne pouvait trouver d'utilité réelle à un tel sac de toilette. Il ne pouvait utiliser les brosses à dos argentées et le peigne parce qu'il n'avait aucun cheveu à coiffer. Les rasoirs à manches d'ivoire étaient inutiles parce qu'il ne pouvait se raser. Les difformités de sa bouche rendaient une brosse à dents ordinaire inutilisable, et comme ses lèvres monstrueuses ne pouvaient tenir de cigarette, le boîtier de cigarette était un accessoire de panoplie. Le chausse-pied en argent ne serait d'aucune aide dans l'acte de mettre ses énormes chaussons, tandis que la brosse à chapeau n'était pas adaptée à sa casquette. Et pourtant, le sac était l'emblème de la personne huppée de tous les don Juan qu'il avait croisés dans ses lectures. Et donc, tous les jours, Merrick disposait sur sa table, avec une précision fière, les brosses argentées, les rasoirs, le chausse-pied et le porte-cigarette en argent que j'avais au préalable rempli de cigarettes. La contemplation de ces objets lui donnait un grand plaisir. Le pouvoir de suggestion était si fort qu'il se convainquait d'être lui-même un véritable séducteur. Je pense qu'il n'y avait qu'une ombre dans la vie de Merrick. Comme je l'ai déjà dit, il avait une imagination vivace, il était romantique, il avait un certain respect émotionnel pour les femmes, et son passe-temps favori était la lecture d'histoires sentimentales. Il tomba amoureux, d'une manière humble et dévotionnelle, avec, je pense, toutes les femmes qu'il rencontra. Sans doute s'imaginait-il le héros de plus d'un incident passionnant. Ses difformités physiques avaient laissé intacts les instincts et émotions de ces années. Il était langoureux. Il aurait aimé être un séducteur, marcher avec son aimée dans les ombres charmantes de quelque joli jardin et avoir versé dans son oreille toutes les merveilleuses choses qu'il s'était répétées dans son cœur. Et pourtant, le malheur que c'était, imaginer les sentiments d'un tel jeune homme quand il ne voyait rien d'autre qu'un regard d'horreur s'inscrire sur le visage de chacune des filles dont il croisait le regard. Quand il parlait de vivre parmi les aveugles, je pense qu'il avait la vague idée de pouvoir gagner l'affection d'une femme à la seule condition qu'elle ne puisse jamais le voir. Comme Merrick se développait,
Il commença à exprimer certaines ambitions modestes dans le but d'élargir ses connaissances du monde. Il était aussi curieux qu'un enfant et tout aussi avide d'apprendre. Il y avait tellement de choses qu'il voulait connaître et voir. En premier lieu, il était impatient de voir l'intérieur de ce qu'il appelait une vraie maison. Une maison comme celle qui figurait dans nombre de ses histoires, une maison avec un vestibule, un salon où les invités étaient reçus, et une salle à manger avec des assiettes sur le buffet, et des fauteuils dans lesquels le héros pouvait se vautrer. Tout ce qu'il avait connu était l'hospice de travail, la maison d'hébergement, et une variété de mansardes insalubres. Pour satisfaire ce désir, je le conduisis dans ma petite maison sur Wimpole Street. Il fut captivé et examina tout en détail avec une curiosité sans fin. Je ne pus toutefois lui montrer les serviteurs choyés et les valets poudrés auxquels ses lectures l'avaient préparé, ni les marches de marbre blanc, ni les miroirs dorés et les divans brocardés qui appartiennent à ce type de résidence. Je lui expliquai que ma maison était un foyer modeste du type de Jane Austen, et comme il avait lu Emma, il fut satisfait. Une de ses ambitions les plus fortes était d'aller au théâtre. C'était un projet très difficile à satisfaire. Une pantomime populaire était en production au théâtre de Drury Lane, mais le problème était comment quelqu'un d'aussi visible que l'homme-éléphant pouvait s'y rendre. Comment pouvait-il assister à la performance sans attirer l'attention de l'audience et causer la panique ou au moins une diversion déplaisante? Toute l'affaire fut gérée de manière ingénieuse par la plus aimable des femmes et la plus douée des actrices, Miss Kendall. Elle prit les arrangements nécessaires avec le bailleur du théâtre. Une loge fut réservée. Merrick vint en calèche, les stores baissés, et fut autorisé à utiliser l'entrée royale pour atteindre sa loge par des escaliers privés. J'avais supplié 3 sœurs de l'hôpital de porter des vêtements de soirée et de s'asseoir au devant pour, d'un côté, habiller la loge, et de l'autre former un écran pour Merrick. Merrick et moi-même occupions l'arrière de la loge, qui fut gardée dans l'ombre. Tout se déroula à merveille. Personne ne vit une silhouette, plus hideuse que celle sur scène, monter l'escalier ou traverser le couloir. Nous pouvons tous souvent constater le plaisir sans retenue d'un enfant à son premier spectacle, mais le ravissement de Merrick était beaucoup plus intense et d'autant plus solennel. Il y avait là un être avec le cerveau d'un homme, les aspirations d'un adolescent et l'imagination d'un enfant. Son attitude n'était pas que de l'amusement, il y avait aussi de l'émerveillement et de la stupéfaction. Il était impressionné, il était fasciné. Le spectacle le laissa sans voix, de sorte que si on lui parlait, il n'écoutait pas. Il semblait souvent haleter pour chercher son souffle. Je ne pouvais m'empêcher de le comparer à un autre homme de son âge dans le public. L'individu, blasé, s'ennuyant à mourir, regardait la scène de manière fatiguée et de temps en temps bâillait comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Pendant qu'au même moment, Merrick était ravi par une vision qui se situait presque au-delà de sa compréhension. Merrick parla de cette pantomime pendant des semaines et des semaines. Pour lui, autant qu'un enfant et sa capacité à affabuler, tout était vrai. Le palace était la maison des rois, la princesse était de sang royal, les fées étaient aussi réelles que les enfants dans la rue, tandis que les plats au banquet étaient sans question faits d'or pur. Il n'aimait pas en parler comme d'une pièce de théâtre, mais plutôt comme une vision d'un autre monde bien réel. Quand cette humeur le prenait, il disait « Je me demande ce que le prince a fait après notre départ » ou « Vous pensez que ce pauvre homme est encore dans le donjon ?»
et ainsi de suite. La splendeur et l'étalage l'impressionnèrent, mais, je pense, les femmes du ballet lui plurent encore plus. Il n'aima pas les ogres et les géants, tandis que les pitres lui semblèrent irrévérencieux. N'ayant aucune expérience enfantine du chamaillage ou du défoulement, de boutade ou de farce, il n'avait que peu de sympathie pour les méfaits des clowns, mais je pense, mu par quelque instinct espiègle de son subconscient, il fut content quand le policier fut bastonné, roulé par terre et globalement ridiculisé. Plus tard, un autre désir bouillonna dans les tréfonds de l'esprit de Merrick. C'était un désir de voir le pays, un désir de vivre dans un coin de verdure reculé, et là, d'apprendre à communier avec les fleurs, les animaux et les oiseaux. Tout ce qu'il connaissait du pays, c'était ce qu'il en avait vu depuis l'arrière d'un chariot sur des routes poussiéreuses. Il ne s'était jamais baladé dans les champs, ni n'avait suivi les sentiers d'une forêt. Il n'avait jamais remonté le chemin d'une colline sous le vent. Il n'avait jamais collecté de fleurs dans une prairie. Parce que beaucoup de ses lectures parlaient de la vie à la campagne, il était possédé du désir de voir les merveilles de cette vie lui-même. Cela impliquait des difficultés plus grandes que celles présentées par une visite au théâtre. Le projet fut, cependant, rendu possible encore une fois grâce à la gentillesse et la générosité d'une lady, Lady Knightley, qui offrit à Merrick un séjour dans une maison de campagne sur ses terres. Merrick vint à la gare de la manière habituelle, mais comme il pouvait difficilement s'aventurer sur les quais, les autorités ferroviaires furent assez gentilles pour amener un wagon de seconde classe sur un autre quai déserté. À cet effet, on installa Merrick dans ce wagon dont on tira les rideaux et que l'on accrocha au reste du train. Il arriva comme prévu à la maison, mais la maîtresse de maison, comme l'infirmière à l'hôpital, n'avait pas été clairement prévenue de l'apparence infortunée de l'homme. Si bien qu'à l'instant où Merrick se présenta à son hôtesse, celle-ci s'enfuit dans les prés en hoquetant, le tablier rejeté sur son visage. Elle affirma qu'un tel invité était au-dessus de ses capacités, que, quand elle le vit, elle fut tellement choquée qu'elle faillit être sujette à d'irrépressibles convulsions permanentes. On emmena Merrick à la maisonnette d'un garde-chasse qui était à l'abri des regards et proche de la lisière des bois. L'homme et sa femme furent capables de tolérer sa présence. Ils le traitèrent avec une grande gentillesse, et Merrick passa avec eux ses vacances les plus royales. Il pouvait vagabonder où il voulait. Il ne rencontra personne lors de ses excursions, car l'accès au bois était interdit à tous, sauf aux gardes-chasse et aux forestiers. Il n'y a aucun doute que Merrick passa les meilleurs moments de sa vie dans cette retraite. Il était seul dans le pays des merveilles. Le souffle de la campagne passa sur lui comme un vent médicinal. Jamais l'effrayante voix du forain n'aurait pu pénétrer le silence des bois. Aucune paire d'yeux cruelle n'aurait pu l'espionner à travers la végétation bienveillante. Il semblait que toute meurtrissure avait été effacée de son passé souillé dans ce havre de paix. Le Merrick qui s'était jadis recroquevillé dans les ombres crasseuses d'une échoppe de Myland était maintenant assis au soleil, dans une prairie parmi les arbres, arrangeant un bouquet de violettes qu'il avait cueillies. Les lettres qu'il m'adressa étaient les lettres d'un enfant enthousiaste et bienheureux. Il me donnait une description de ses aventures, des choses merveilleuses qu'il avait vues et des sons magnifiques qu'il avait entendus. Il avait rencontré d'étranges oiseaux, fait sursauter un lapin de son terrier, s'était lié d'amitié avec un chien féroce et avait regardé les truites s'élancer dans un ruisseau. Il m'envoya quelques-unes des fleurs sauvages qu'il avait cueillies. Elles étaient
du type le plus familier et commun, mais elles étaient clairement vues par lui comme des spécimens rares et précieux. Il revint à Londres, dans ses quartiers de Bedstead Square, en bien meilleure santé, heureux d'être de retour à la maison et d'être à nouveau parmi ses livres, ses trésors et ses nombreux amis. Quelques 6 mois après le retour de Merrick de la campagne, il fut retrouvé mort dans son lit. C'était en avril 1890. Il était allongé sur son dos comme s'il dormait et était clairement mort soudainement et sans peine, comme le prouvait le couvre-lit resté intact. La cause de la mort était particulière. Sa tête était si large et si lourde qu'il ne pouvait dormir allongé. Quand il essayait la position couchée, le crâne massif avait tendance à tomber en arrière avec pour résultat une sensation d'inconfort extrême. La position qu'il était obligé de prendre pour dormir était très étrange. Il s'asseyait dans le lit avec son dos supporté par des oreillers, ses genoux étaient relevés, ses bras entouraient ses jambes pendant que sa tête reposait sur la pointe de ses genoux pliés. Il me disait souvent qu'il aurait souhaité pouvoir s'allonger pour dormir comme les autres. Je pense que lors de sa dernière nuit, il dut, avec détermination, avoir mené l'expérience à son terme. L'oreiller était mou et la tête, quand elle fut placée dessus, a dû tomber en arrière et causer une dislocation des vertèbres. Ainsi, sa mort fut provoquée par le désir qui avait dominé sa vie, le désir pathétique et sans espoir d'être comme les autres. En tant que spécimen de l'humanité, l'aspect de Merrick était répugnant et repoussant. Mais l'esprit de Merrick, s'il pouvait être perçu comme une forme vivante, aurait épousé la stature d'un homme droit et héroïque, de saine constitution, avec des yeux qui auraient reflété un courage inextinguible. Son voyage torturé avait touché à son terme. Pendant tout le chemin, il avait, comme un autre, porté sur son dos un fardeau presque trop douloureux à supporter. Il avait été plongé dans le marais du désespoir, mais avait gagné la rive opposée en marchant comme un homme. Il avait été fait un spectacle pour tout le monde dans les rues sans cœur de Vanity Fair. Il avait été maltraité, fustigé et méprisé avec la boue du dédain. Il avait échappé aux griffes du colossal géant désespoir et finalement atteint l'éternité bienheureuse, où son fardeau se détacha de ses épaules et tomba de son dos, de sorte qu'il ne le vit plus.